Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés, de nous avoir rejoints. Ravi de vous retrouver pour cette seconde conférence de notre semaine de l'international qui a été inaugurée hier avec Arnaud Vessier, président international SOS, président de CCI France International, vice-président du Métis, qui nous permettait de croiser ses regards et expériences. Et nous avions également Olivier Nicolas, directeur de la Banque des entreprises, et Didier Borowski, économiste à Mundi, pour nous dresser un panorama large des enjeux et facteurs clés du développement international des entreprises et de tout ce qui les impacte aujourd'hui. Alors aujourd'hui précisément, nous allons faire un focus sur la zone Amérique du Nord. Alors pourquoi l'Amérique du Nord intéresse-t-elle autant les entreprises aujourd'hui? C'est vrai que l'Amérique du Nord, c'est la première puissance, enfin les États-Unis notamment, sont la première puissance mondiale et pas seulement que économique. C'est aussi le sixième fournisseur et le deuxième marché des exportateurs français, donc c'est extrêmement important, mais c'est aussi une zone qui aujourd'hui paraît une des mieux armées pour rebondir face aux diverses crises que nous connaissons et donc qui recèlent un certain nombre d'opportunités. Et notamment, vous voyez, par rapport à la politique très volontariste de Joe Biden en faveur des entreprises américaines. Donc on y reviendra dans quelques instants, mais ne va pas aux États-Unis qui veut comme ça. Il y a quand même un certain nombre d'étapes à franchir et de conditions à réaliser. Alors, quels sont les leviers pour réussir son développement? Quel est le choix entre croissance organique, croissance externe? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aymeric Daher. Aymeric, qui est vice-président Strategy and M&A Customer Relationship au groupe Daher, qui est une ETI française de 140 ans avec qui nous partageons un point commun très important, c'est que sur notre état civil, nous avons la même date de naissance, 1863, qui est la date de création du Crédit Lyonnais. Et comme Daher, le Crédit Lyonnais et Daher se sont très vite portés vers l'international. Et aujourd'hui, Daher est devenu un des leaders dans son métier en tant qu'avionneur et surtout dans les services d'équipement et de logistique aéroportuaire. Et donc, il va nous parler de son expérience américaine où le groupe dispose désormais de 2 unités, dont une d'ailleurs acquise très récemment. Donc, nous aurons également le plaisir d'avoir Christine Adams, qui donc est directrice du Desk Amérique chez CACIB à New York et qui nous dressera un panorama des banques, c'est un peu d'actualité en ce moment, et qui nous donnera des recettes pour être accompagnés en tant qu'entreprise sur le marché américain, quelles sont les clés de réussite, quelles sont les recommandations et comment nous pouvons accompagner les banques, les entreprises, pardon, sur le marché américain pour une implantation, pour leur développement, etc. Et nous allons tout de suite commencer par notre partenaire, Altios, par la voix de Pélagie Peter, qui est directrice générale d'Altios Amérique du Nord et qui va nous dresser effectivement, qui va nous redonner un peu le contexte du marché d'Amérique du Nord et quelles sont un peu les étapes à franchir, comment on s'y prend et quelles sont les recommandations à faire pour s'implanter et réussir son développement en Amérique du Nord. Donc Pélagie, j'ai le plaisir de vous passer la parole. Merci Arnaud. Bonjour à tous. En direct ce matin avec vous de nos bureaux à Montréal, en l'occurrence pour aujourd'hui. Et je suis ravie de vous rejoindre pour présenter cet immense territoire, ce magnifique territoire qu'est l'Amérique du Nord, donc les pays Canada et les États-Unis. Je crois que on pourra revenir sur le titre de cette présentation qui s'appelle « Tirer parti de la reprise ». Le mot reprise aujourd'hui sur l'Amérique du Nord, et on le verra dans les quelques graphiques et chiffres clés suivants actualisés pour vous donner un petit peu ce contexte, la reprise est plutôt extrêmement bien amorcée. Elle est même
je dirais, le terme reprise est finalement presque derrière nous aujourd'hui en ce début 2023. Il s'agissait vraiment de l'année 2022. Mais néanmoins, on est dans une dynamique de marché extrêmement forte qui nécessite par contre d'être extrêmement vigilant sur un certain nombre de points économiques, financiers, juridiques, sociaux qu'on passera en regard en détail ce matin, ou plutôt cet après-midi pour vous. Voilà, slide suivante s'il vous plaît. Très brièvement sur le contexte et la situation économique générale en Amérique du Nord. Slide suivante encore également. Merci. Voilà, je ne m'étendrai pas tellement plus là-dessus. Un point qui est extrêmement important, c'est que vous avez là devant vous un véritable marché intégré. Le Canada et les États-Unis aujourd'hui, c'est à la fois pour les États-Unis, alors je parlais d'immensité, je crois que c'est un mot que nous devons tous retenir aujourd'hui quand on regarde cette zone. Son immensité géographique, oui, mais également l'immensité de sa plateforme financière, l'immensité de son potentiel de marché, de ses industries comme de ses services. L'immensité de son bassin de consommateurs, plus de 500 millions de consommateurs réunis, et finalement un Canada qui est très très intégré aux États-Unis aujourd'hui. Vous le constaterez avec la majorité de ces grandes villes qui sont situées sur une bande d'à peu près 150 km de large au nord de la frontière avec les États-Unis, et par conséquent des flux directs entre les deux pays extrêmement développés. Je ferai une petite parenthèse encore sur le Canada ici parce qu'ensuite j'aborderai un focus plus sur le marché des États-Unis à proprement parler, dont les challenges et les enjeux, je dirais, sont peut-être parfois plus complexes à appréhender que le Canada lui-même. Néanmoins, le Canada, vous noterez aujourd'hui qu'il s'agit de la 8e puissance mondiale. Je tiens à souligner que dans son historique d'évolution entre 2021 et 2022, c'est un pays qui a affiché une croissance de plus de 5% de son PIB, qui est passé de la 12e à la 8e puissance mondiale. Ça a son impact aujourd'hui, c'est un grand support, un grand renfort du marché américain. C'est aussi une porte d'entrée certaine pour les entreprises françaises. Encore une fois, dans une logique et dans une stratégie qui est définie, les États-Unis à part entière ayant tout leur sens. Vous allez retrouver peut-être un dernier chiffre sur ce marché, 17 millions d'entreprises aux États-Unis, un peu plus d'1,2 million au Canada. Et alors principalement répartis, c'est un point sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard dans nos recommandations et dans nos points de vigilance, mais sur certaines zones géographiques bien ciblées. Vous devez absolument garder à l'esprit aujourd'hui que quand on approche un territoire de cette taille-là, on doit être en mesure de prioriser géographiquement ses actions. Les États-Unis, c'est 50 États. Le Canada, c'est 10 provinces, 3 territoires, avec des gouvernements pour ces deux pays, à un niveau fédéral et des niveaux étatiques ou provinciaux d'intervention juridique, économique et politique. Ce qui va vouloir dire, si je synthétise pour les États-Unis, 50 États, finalement, quasiment 50 pays différents à traiter en termes d'approche, de stratégie commerciale, de stratégie fiscale, de stratégie économique au sens large du terme. Voilà. Donc sur les zones Canada, ce sera le Québec et l'Ontario en province principale, et puis à l'ouest la Colombie-Britannique. Sur les États-Unis, pour les résumer ou les regrouper en 4 grandes zones, l'ouest américain par la Californie, le Nevada, l'Oregon et l'État de Washington, le sud-est avec du Texas, je dirais, jusqu'à la Géorgie, assez large, le Midwest ou des grands lacs autour de l'Ohio, le Michigan, l'Illinois, etc., Chicago. Et puis évidemment le grand nord-est avec New York, New Jersey, la Pennsylvanie, le Maryland, le Massachusetts. Merci, slide suivante. Quelques chiffres dont vous avez certainement entendu parler, et effectivement sur ceux-ci, je passerai peut-être assez rapidement. L'inflation, je pense que tout le monde l'a vécu à travers le monde. Vous voyez ici la comparaison en bleu de l'inflation au niveau mondial, en orange l'inflation aux États-Unis et en gris l'inflation au Canada, avec ce pic de 2022 qu'on a tous vécu avec les difficultés qu'on a pu rencontrer.
de manière générale, je dirais que les mesures budgétaires aux États-Unis d'aide aux ménages, aux entreprises, se sont élevées à plus de 25% du PIB, ce qui est assez exceptionnel, unique et extraordinaire pour un pays comme les États-Unis, à travers à la fois le renforcement des mécanismes de protection sociale, des prêts garantis aux petites entreprises, un soutien financier aux collectivités et des mesures de soutien aux ménages avec notamment des soutiens monétaires directs, des extensions d'assurance chômage, etc. On constate en ce début 2023, et on le vit, on le ressent véritablement sur place, un ralentissement, une baisse continue de cette inflation. En tout cas, on l'espère tout au long de l'année 2023, puisque ce serait notamment un signe que globalement, la demande, les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont été en grande partie résolus avec une baisse des prix du transport et une augmentation des stocks locaux. Slide suivante, s'il vous plaît. Le taux de chômage aux États-Unis, on reviendra là-dessus, sur les aspects sociaux et RH. Nous atteignons ce mois de janvier 2023, comme au Canada d'ailleurs, le taux le plus bas depuis 50 ans, avec 3,4% en janvier 2023. Plus de 4,5 millions d'emplois créés en 2022 sur le territoire. Slide suivante. Encore une fois, s'il vous plaît. La conjoncture actuelle économique aux États-Unis, on l'a vu, donc c'est une économie qui est basiquement, généralement, historiquement, toujours tirée par une consommation dynamique et un investissement privé. Donc c'est toujours le cas. J'ai parlé de mesures de soutien budgétaire et monétaire du gouvernement américain de très grande ampleur. Oui, au prix néanmoins de fortes tensions. Inflation, on l'a vu, marché du travail également avec un taux de chômage extrêmement faible. Aujourd'hui, je dirais que le recul de ce taux de chômage, on l'a noté, on l'a notifié dès la fin du premier semestre 2022, il continue de baisser, mais ce dynamisme finalement économique est entravé par une pénurie de main-d'œuvre et il faut en être absolument conscient. Les ressources humaines étant un enjeu majeur sur le marché américain et canadien aujourd'hui. Le gouvernement, les politiques publiques ont amorcé une normalisation pour 2023 qui se traduit maintenant par le passage d'une politique de soutien à la demande à une politique plus centrée sur l'offre, avec des financements publics importants, notamment l'IRA, vous en avez entendu parler aussi certainement, l'Inflation Reduction Act, dont on pourra parler brièvement. Que vous dire d'autre? Vous verrez juste en dessous ce petit graphique qui est le suivi intéressant de l'index des coûts de l'emploi aux États-Unis, qui est une mesure de l'évolution finalement du prix du travail ou du coût que les entreprises et le gouvernement paient pour une ressource aujourd'hui sur le marché. Les salaires ont augmenté, les bénéfices, les conditions sociales qui doivent être offertes aujourd'hui sont extrêmement différentes et beaucoup plus élevées que ce qu'on peut connaître en Europe, par exemple. Slide suivante, s'il vous plaît. Sur l'Inflation Reduction Act, je ne redescendrai pas, on va manquer de temps, mais en détail, ces aspects-là. Effectivement, on va parler d'un plan de près de 400 milliards de dollars parmi les plus grandes réformes que les États-Unis et que le gouvernement Biden ont mis en place sur ces derniers mois. Ils doivent servir à financer sur 10 ans des programmes qui permettent aux États-Unis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% d'ici 2030 par rapport à 2005. Ce plan comporte un deuxième volet plus modeste qui devrait permettre de réduire le coût des soins de santé, en particulier des seniors, dans l'objectif de générer plusieurs centaines de milliards de dollars d'économies pour le gouvernement fédéral. Il faut savoir qu'en fait, ce plan était au départ beaucoup plus ambitieux, avec des mesures en faveur notamment de la petite enfance, des aides aux familles. C'était un projet d'ailleurs de Joe Biden appelé Build Back Better, plus que l'Inflation Reduction Act.
force a été de constater qu'il a dû être réduit et que seul, je dirais, en raison d'ailleurs du contexte d'inflation, mais que seul l'avenir nous dira effectivement si l'impact de ce projet sur l'évolution des prix sera réel. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Pour maximiser ses chances de réussite aux États-Unis, vous avez basiquement quelques do's and don'ts que j'illustrerai une slide plus loin de conseils vraiment pragmatiques sur certains aspects spécifiques. Grosso modo, c'est un marché que vous devez absolument aborder en vous rendant sur place, en vous entourant d'experts locaux, en réalisant des études de marché, en définissant votre stratégie claire, en benchmarkant les concurrents sur place, en adaptant votre offre et en définissant par rapport à votre offre la stratégie adaptée de distribution, de construction de prix et d'identification des meilleurs canaux de pénétration du marché. Être patient et investir, temps et argent, je crois que ce sont deux mots absolument clés sur ce territoire-là. Et enfin, les ressources humaines qui ont pris une toute autre dimension aujourd'hui, vous l'avez compris. Dans les don'ts, ne ciblez pas les États-Unis simplement parce que c'est le plus gros marché au monde. Il faut absolument valider le potentiel propre à votre activité, à votre organisation. Les États-Unis, je l'ai mentionné en remarque liminaire, ne peut pas être considéré comme un seul marché. 50 États ayant tous une réglementation qui leur est propre. Et encore une fois, ce n'est pas simplement une réglementation, je dirais, politique, c'est une réglementation fiscale, c'est une réglementation comptable, c'est une réglementation sociale. Les employés ne sont pas traités de la même manière en Californie que dans l'État de New York, par exemple. Vous ne pouvez pas simplement dupliquer votre offre, elle doit être adaptée. L'investissement marketing est absolument essentiel selon votre secteur. Vous devez avoir une première expérience internationale avant de vous dédier à ce marché-là, de manière à confirmer la structuration de vos équipes et de vos process. Et évidemment, réinvestir localement vos profits pour accélérer votre implantation locale. On le verra, c'est des choses qui sont absolument clés et que d'ailleurs l'administration américaine, d'une certaine manière, peut vous imposer si vous avez l'intention, par exemple, d'envoyer des expatriés sur le marché américain. Pour obtenir des visas, vous devrez d'abord prouver que vous avez investi localement, à la fois dans une structure locale, mais également dans des ressources humaines locales en recrutant localement. C'est vraiment dans une logique de protectionnisme nord-américain, mais qui offre, une fois qu'on est implanté sur place, toutes ces perspectives de développement. Slide suivante, s'il vous plaît. Nous pourrons vous recommander différentes phases de développement. Je dirais que le choix ne porte pas forcément sur l'étape 1, dans l'ordre 1, 2, 3, 4. On peut passer à l'étape 3, on peut passer à l'étape 4 directement. Évidemment, en amont, une stratégie d'implantation doit être définie. Il est toujours bon de tester par une antenne commerciale et des ressources locales son marché avec des formes, je dirais, juridiques ou des investissements minimes en maîtrise de ces risques, avec des solutions ad hoc RH, comme du portage salarial local, de l'hébergement, ce genre de choses, avant de passer à la création de la filiale et l'acquisition stratégique éventuellement d'une entité locale. Slide suivante. J'accélère un tout petit peu parce que je sais que j'ai débordé le temps qui m'était imparti. Voilà. Dans les recommandations clés, votre préparation, on en a parlé. Basiquement, le coût, faire des recherches, un budget, oui, vous pouvez d'ores et déjà le multiplier par 2 ou 3 dans la foulée. En termes de temps, 3 à 12 mois selon la technique d'implantation, l'agilité sera clé pour saisir les bonnes opportunités. En termes de partenaires, il s'agit de vraiment bien s'entourer, de ne pas avoir peur d'investir. Il y a des partenaires qui sont absolument essentiels. Votre partenaire bancaire est le premier, votre partenaire comptable ou CPA, expert comptable, et votre partenaire juridique, votre avocat également. En termes de localisation, c'est identifier en priorité, on l'a dit, le territoire est gigantesque, les zones de cluster où vous allez trouver vos hubs pour votre industrie, où les clients, vos clients pourraient avoir des relations de proximité aux États-Unis.
En termes de banque, finance, comptabilité, les banques américaines sont difficiles d'accès, sans partenaire local. Et les banques françaises sont un bon premier point d'attache, permettent de faciliter grandement les démarches, et notamment les premières démarches d'ouverture de compte bancaire, qui peuvent être longues. En termes de financement également, vous aurez plusieurs offres de financement d'institutions françaises comme la BPI ou Business France sur le marché. Et les systèmes de taxes sont véritablement bien appréhendés. Il est complexe, il diffère et il faut absolument être accompagné par un spécialiste local. En termes d'entité juridique, faire son choix, bien choisir sa structure. Je pense que je passerai sur les retours d'expérience. Je préfère terminer sur ces recommandations. Voilà. Sur le choix de la structure juridique, où chaque structure va amener son système de taxes différent. Immigration, visa, avocat, je l'ai brièvement évoqué, c'est des points à prendre en compte dès les premiers pas sur un marché parce que les délais sont longs et les contraintes nombreuses. Et en termes de ressources humaines, encore une fois, la culture d'entreprise est extrêmement différente, les responsabilités employés-employeurs sont différentes, les salaires sont élevés, c'est à prévoir dans vos budgets. Les bénéfices sont aujourd'hui absolument incontournables pour attirer, sécuriser, maintenir vos candidats. Voilà. Et je m'excuse pour le délai. Je laisserai les retours d'expérience et les cas pratiques avec l'intervention de Émeric Daher. Je crois qu'on aura une vision très terrible. Merci beaucoup, Pélagie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous l'avez fait de manière condensée. Ce que je retiens, c'est que c'est quand même un marché très exigeant. Et je retiens notamment ce que vous avez dit. On ne peut pas aller comme ça sur le marché américain si on n'a pas déjà une solide expérience, une assise financière. Ça rappelle un peu ce que nous disait Philippe Dornano l'année dernière en ouverture de notre précédente semaine de l'international, donc PDG de Sisley et vice-président du métier également, qui disait qu'effectivement, il faut quand même déjà disposer d'une cagnotte et être prêt à investir pour se lancer sur ce marché sans doute à très forts enjeux, mais qui nécessite un investissement quand même long et quand même pas négligeable au départ. Merci beaucoup. Alors effectivement, Émeric Daher, vous êtes un industriel dans le métier de l'aéronautique. Votre groupe a fait du marché américain un des principaux marchés de votre stratégie, hein, le deuxième. Vous êtes aux États-Unis depuis 2019, si je ne me trompe pas, avec l'acquisition d'un avionneur, d'un fabricant de petits avions, des monos turbopropulseurs non pressurisés, mais petits avions qui est très utilisé partout dans le monde. Donc, d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler les caractéristiques de votre groupe et puis nous dire comment cette acquisition, qui était la première, on a eu une autre après, s'est intégrée dans votre stratégie de développement et quels enseignements vous en avez tirés pour vous-même et qui peut effectivement profiter à d'autres. Je vous laisse la parole, Émeric. Merci Arnaud, bonjour à tous, ravi de participer à ce webinaire avec vous. Alors Arnaud, ça ne fait pas depuis 2019 qu'on est nord-américain, on est nord-américain depuis bien plus longtemps que ça, mais je vais revenir là-dessus parce que c'est l'objet de ma présentation. Tout d'abord, rapidement pour me présenter, je suis en charge du coup de la stratégie pour le groupe et des fusions-acquisitions, et puis également de la relation client au niveau institutionnel. Ça fait une dizaine d'années que je travaille chez Daher, dans différents postes opérationnels, que ce soit dans le métier de service ou dans le métier industriel. Si on passe à la slide suivante, le groupe Daher, c'est une entreprise familiale. Sur la slide suivante, Justine, s'il vous plaît. C'est une société familiale qui est détenue à 87% par la famille Daher et à 12% par BPI France. Ça fait pas 140 ans, Arnaud, qu'on existe, ça fait 160 ans, depuis 1863. Comme vous l'avez dit, en effet, on a eu la même date de création d'entreprise. Donc ça fait la 7e génération en ce qui nous concerne où on est au contrôle de l'entreprise. Et on a comme particularité, comme la particularité des entreprises familiales, c'est le temps long. Et j'y reviendrai, et d'ailleurs Pélagie l'a un petit peu dit tout à l'heure, il faut de la patience et voir le temps long pour se développer aux États-Unis. Sur la slide suivante,
que je vous présente, c'est les 3 métiers sur lesquels Daher est positionné. Donc aujourd'hui, on est une société aéronautique, avec un focus réellement sur l'aéronautique, avec 3 grands métiers. Un métier d'avionneur, où on fabrique les 2 avions que vous voyez à l'écran, le TBM et le Kodiak. Le TBM, c'est l'avion le plus en haut, à gauche. Il est fabriqué à 100% en France et vendu à 80% aux États-Unis. Et puis le deuxième avion qui est en dessous, c'est le Kodiak, qui lui est fabriqué à 100% aux États-Unis, dans l'État de Washington, et vendu principalement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, comme vous l'avez dit avant. Notre deuxième métier, c'est le métier d'aérostructurier. Donc, on fabrique des équipements et des systèmes pour les grands donneurs d'ordre de l'aéronautique, par exemple Airbus, Boeing, Dassault, Airbus Hélicoptère, entre autres. Et puis, notre troisième métier, c'est un métier du service, où on fait de la logistique industrielle et du service industriel pour, en majorité, les grands acteurs de l'aéronautique. Voilà en très synthétique nos 3 grands métiers. Et ça, c'est notre business model qui est bien développé en Europe aujourd'hui et que nous souhaitons reproduire sur le territoire américain pour avoir un deuxième marché significatif pour l'entreprise. Slide suivant. En quelques chiffres, on est un peu plus de 10 000 personnes aujourd'hui dans l'entreprise. On a fait 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Avec en gros 50-50 entre nos activités industrielles et nos activités de service. Le slide suivant. En termes de footprint, je pense que c'est intéressant de voir ça rapidement. Comme je vous l'ai dit, notre business model est bien implanté, donc sur 3 métiers en Europe, avec un focus fort sur la France, puisqu'on est une entreprise familiale française, qui s'est beaucoup développé en France et ensuite en Europe avec 3 grands marchés, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne, où aujourd'hui on est assez bien représenté sur ces 3 métiers. Notre enjeu, c'est bien de développer ce business model, donc ces 3 métiers, sur le territoire américain. Donc ça fait depuis au moins 2010 que l'on travaille à ce développement, avec une vraie accélération, comme vous l'avez dit Arnaud, en 2019 avec une acquisition. Et donc vous voyez à peu près nos implantations sur le territoire américain. Ça va de la Floride, en passant par le Mexique en termes de best cost pour nos activités industrielles, et puis sur l'État de Washington, puisque un de nos clients principaux, c'était Boeing, qui est basé à Seattle. Aujourd'hui, presque 40% de notre chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis. Et comment est-ce qu'on a fait ça? Puisque depuis 160 ans, on existe en France, mais ça ne fait qu'un peu plus d'une dizaine d'années qu'on est américain, et que, en gros, 40% de notre chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis depuis 3-4 ans. Donc, comment est-ce qu'on a réalisé ça? Eh bien, sur le slide suivant, c'est à travers nos plans stratégiques. Chez Daher, on fait un plan stratégique tous les 5 ans. Et l'objectif de notre plan stratégique, c'est de donner un cap, un horizon, sur une durée de 5 ans. Alors, ça peut être 3 ans, ça peut être 2 ans, ça peut être 7 ans en fonction des entreprises. Nous, ça fait 25 ans qu'on fait des plans stratégiques tous les 5 ans. Et ça nous donne un cap vers lequel on se dirige. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce cap, on peut naviguer. Il n'y a pas un seul chemin vrai. Et on remet en question d'ailleurs le chemin de manière très régulièrement. En revanche, on ne remet pas en question le cap. Et ça, je pense que c'est un premier rétexte qui est important. C'est qu'on se tient au plan stratégique et on le challenge régulièrement, oui. On est opportuniste, oui. Mais par contre, on n'est pas réactif par rapport à des évolutions court terme du marché. Des évolutions politiques, des évolutions fiscales, des évolutions sociales éventuellement. On fait très attention de garder ce cap-là. Et je pense que c'est très important, je vais revenir juste après là-dessus. Vous voyez, ça c'est le plan stratégique Succeed Together que l'on a écrit en 2017. Et donc c'est le plan stratégique 2017-2022, donc qui est arrivé à échéance en fin d'année dernière, et où on avait 3 leviers de transformation majeure. Un des 3 leviers, c'est être nord-américain. Je ne parlerai pas des 2 autres leviers, puisque ce n'est pas l'objet de notre conférence. En revanche, je vais un peu développer ce levier nord-américain. Qu'est-ce qu'on a fait pour devenir nord-américain? Et d'abord, pourquoi est-ce qu'on l'a inscrit dans notre plan stratégique? Alors, on l'a inscrit dans notre plan stratégique d'abord parce que d'abord par rapport à la taille du marché. Balaji l'a dit tout à l'heure, c'est la première puissance mondiale, donc c'est clairement intéressant de regarder ce marché-là, mais ce n'est pas suffisant
pour avoir la volonté de se développer aux États-Unis. L'autre élément, c'est que 40% de l'industrie aéronautique est basée aux États-Unis. Et donc, c'est vraiment là, pour le coup, on est dans notre business. C'est le business de l'aéronautique. Et là, ça commence à être pertinent d'envisager un développement aux États-Unis. Et puis, il y a un troisième élément, c'est la mitigation des risques. On est une entreprise qui se projette sur le temps long. Et donc, notre enjeu, c'est évidemment le développement de l'entreprise, mais en mitigeant les risques pour conserver la pérennité. Mitiger les risques politiques, géostratégiques, sociaux, fiscaux, etc. Aussi l'euro-dollar, puisque l'industrie aéronautique travaille en dollars, mais nous, en Europe, on fabrique en euros. Donc, il y avait un risque dollar-euro, donc c'était intéressant pour nous d'être plus exposés au dollar. Donc, mitigation des risques. Ces trois facteurs nous ont permis d'identifier le marché américain comme stratégique pour l'entreprise. On a identifié pour devenir américain deux éléments. L'élément de la culture, c'est quelle est la culture américaine et comment est-ce que le groupe d'AR s'acculture à cette culture américaine. Comment est-ce qu'on comprend la culture américaine? Et puis l'autre élément, c'est un élément business. C'est comment est-ce qu'on développe le business aux États-Unis. Par exemple, notre plan stratégique tous les 5 ans, ça faisait déjà 2 ou 3 ans qu'on y réfléchissait, de développer le business aux États-Unis avant d'écrire ce plan. Eh bien, on a réalisé une acquisition qu'au bout de 5 ans. C'est-à-dire la première acquisition qu'on a réalisée, c'était en 2019 et ensuite en 2022. Ça nous a pris 5 bonnes années avant d'identifier la juste cible qui correspond aux critères que l'on avait définis pour se développer aux États-Unis. Et ça, c'est extrêmement important, c'est qu'il faut être résilient et patient. On a étudié des dizaines et des dizaines d'opportunités d'acquisition et ça nous a pris 5 ans pour en réaliser une. Parce qu'il y avait toujours une bonne raison de ne pas le faire et des raisons pertinentes. Donc, le temps long, la patience, et puis se tenir au plan qu'on a défini. Alors, ça veut dire quoi devenir américain? D'abord, la culture. De manière très pragmatique, nous, ce qu'on a défini, c'est de faire rentrer des cadres dirigeants américains dans notre panel de cadres dirigeants. On a environ une centaine de cadres dirigeants chez DAR. C'est de faire rentrer de plus en plus d'Américains dans ce panel de cadres dirigeants pour importer la culture américaine dans la direction de DAR. Et ça, je pense que c'était un élément très important. Un autre élément, c'est de faire nos séminaires cadres dirigeants en anglais. Il y a 10 ans, on faisait les séminaires en français, sans traducteur. Et quand il y avait des étrangers, un ou deux, on ne savait pas ce qu'ils foutaient là, pardon pour l'expression, ils se démerdaient comme ils pouvaient. Quelques années après, on a mis les traducteurs, de temps en temps, pas chaque fois. Depuis 3 ans, tous les séminaires ne sont exclusivement que en anglais. Et tant pis pour les Français qui ne comprennent pas l'anglais. C'est qu'aujourd'hui, on a une taille d'entreprise avec une volonté d'expansion à l'international qui oblige les cadres dirigeants, donc le top 100 du groupe, à être courant en anglais et à pouvoir suivre un séminaire en anglais. Et puis, le dernier élément en termes de culture, c'est les modes de fonctionnement. Ça veut dire quoi travailler avec un client américain? Et c'est extrêmement important. Un client américain ne fonctionne pas de la même manière qu'un client français. Je donne juste un exemple. Un client américain va être beaucoup plus proche du contrat que ce que peut être un client français. Et ça change aussi la manière dont on approche un client. Ça, c'est le premier élément. Comment devenir américain? La culture. L'autre élément, c'est le business. Le business, je dirais deux principaux axes. C'est d'abord développer le chiffre d'affaires américain, donc une production française vendue aux États-Unis. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Développer le chiffre d'affaires, Pélagie l'a dit aussi d'ailleurs, ça ne peut pas être considéré comme un marché export, les États-Unis. Donc, c'est un premier pas, mais c'est largement pas suffisant. Il faut aussi un footprint américain, un footprint opérationnel et une équipe de management américain. Alors, c'est quoi les leviers pour se développer aux États-Unis? Une fois qu'on a dit ça, donc j'ai parlé de la culture, je vais faire un petit focus business maintenant. Croissance externe ou croissance organique? C'est le thème de la conférence. Finalement, ça va ensemble. C'est pas l'un sans l'autre. Il y a bien les deux ensemble. Et je dirais l'un avant l'autre. C'est d'abord une croissance organique, à mon sens, en tout cas selon notre expérience, c'est d'abord une croissance organique. Et c'est pour ça que je vous ai repris Arnaud tout à l'heure, c'est parce que, en fait, c'est dès 2010, on a envoyé des gens à nous aux États-Unis
d'abord un VIE, puis ensuite un commercial, puis ensuite un commercial senior en expatrié, un Français en expatrié, pour qu'ils comprennent la culture américaine, qu'ils comprennent les clients américains. À force d'efforts et d'énergie, on a réussi à gagner quelques contrats, des petits contrats, avec Boeing ou avec Gulfstream, des tout petits contrats. Mais ça nous a permis de bien comprendre cette culture-là. Et les gens qu'on a envoyés sont revenus en France ensuite et ont pris des positions dans l'entreprise en France, qui nous a permis d'importer aussi la culture américaine et d'avoir cette adhésion avec le marché américain. Ça, c'est le premier point. Par contre, et vous l'avez dit aussi, hein, donc VIE, expatrié, etc., ça marche. Mais c'est trop lent. C'est trop lent, c'est nécessaire, mais c'est beaucoup trop lent pour se développer sur le marché américain en fonction de ses ambitions. Par exemple, chez Boeing, je me rappellerai toujours, Boeing nous considérait jusqu'il y a 2 ans comme un petit fournisseur français, le petit Frenchie. On les aime bien, ils fabriquent à Tarbes ou à Nantes, ils sont sympas, ils ont des bonnes technos, c'est pertinent, ils mitigent un peu nos risques par rapport à l'euro-dollar et par rapport aux zones géographiques, pourquoi pas, c'est bien, mais on est le petit français. On a fait une acquisition récente où, avec cette acquisition, donc c'était en juillet 2022, on est devenu un fournisseur stratégique de Boeing. Et donc, on n'est plus le petit français aujourd'hui, on est un fournisseur stratégique de Boeing sur les aérostructures, où il nous positionne d'ores et déjà sur les prochains programmes de développement. Donc, on a complètement changé le paradigme en ayant fait une croissance externe. Donc, c'est pour ça que j'en viens à la croissance externe. C'est d'abord une croissance organique, mais ensuite, pour accélérer, la croissance externe est nécessaire. Pour accélérer, pour prendre une vraie position sur le marché. Je parle de Boeing. Prendre une vraie position, c'est pas être le petit fournisseur français, c'est être un fournisseur stratégique de Boeing. Ça, c'est prendre une vraie position sur le marché américain. On a acquis une usine de fabrication d'aérostructures en Floride. Ça, c'était en 2022, mais avant ça, en 2019, vous l'avez mentionné, on a acquis une société qui s'appelle Quest, qui fabrique les avions Kodiak. Et ça, c'est intéressant aussi parce que on a aussi pris une vraie position avec cette acquisition. Tous nos avions qu'on fabrique en France, enfin 80% des avions qu'on fabrique en France, on les vend aux États-Unis. Et on est reconnu aux États-Unis par nos avions. Par contre, on n'est pas reconnu sur le marché américain en tant qu'avionneur. On est reconnu pour nos avions, pour la capacité à produire des avions pertinents pour ce marché, mais on n'est pas reconnu en tant qu'avionneur. Et on s'est posé longtemps la question de pourquoi. Et en fait, c'est assez simple. C'est qu'en Europe, on parle avec les régulateurs du marché aéronautique, les ASA, on les connaît très bien, et donc on est clairement reconnu comme un avionneur en France, mais pas aux États-Unis parce qu'on ne parlait pas avec les institutions américaines. Avec l'acquisition de Kodiak aux États-Unis en 2019, on parle avec la FAA, qui est le régulateur américain pour l'aéronautique, et donc on est devenu un avionneur aux États-Unis, et donc on est devenu américain. On a pris une vraie position sur le marché américain. Donc, organique, oui, je pense nécessaire, mais lent. La croissance externe permet d'accélérer, d'une part, le développement, mais aussi un vrai positionnement sur le marché américain, qui nous amène peut-être aussi sur une troisième phase de développement, qui est le développement de ces acquisitions, à nouveau de manière organique, grâce à l'appui que l'on a réalisé sur ces acquisitions. Donc, à nouveau, on part sur de l'organique, mais il y a des pièges à éviter. Et ça, c'est peut-être, pour terminer ma présentation, quelques rétextes que je peux faire. Les pièges à éviter, c'est que c'est bien d'acquérir des sociétés ou des usines sur le territoire américain, mais il faut les intégrer. Et on ne peut pas développer ces acquisitions, donc on ne peut pas repartir sur une phase de développement organique sans avoir intégré ces acquisitions. Et donc, le rétexte que j'ai, puisque j'étais en charge de l'intégration de l'usine et de la société aux États-Unis, eh bien, c'est d'investir largement et significativement sur ces intégrations. Ça veut dire quoi investir? Ça veut dire d'abord mettre en place une équipe dédiée d'intégration qui va évaluer chacun des processus de l'entreprise ou de l'usine et des personnes qui sont en charge de ces processus aux États-Unis pour vérifier que, un, les processus sont robustes et deux, que les personnes sont compétentes pour gérer ces processus-là. Et ça va en parallèle de l'onboarding des équipes. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est d'accueillir les nouvelles équipes au sein d'AER, en l'occurrence, donc de les accueillir et de les intégrer en termes de culture, en termes de motivation, en termes de challenge,
donc qu'elles se sentent partie prenante de l'entreprise derrière suite à l'acquisition, mais aussi les challenger pour vérifier que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc ça, je pense que c'est vraiment très important de le faire. Un autre élément, c'est avant le closing étant la dernière étape de l'acquisition, avant le closing, c'est de construire un plan d'intégration détaillé et robuste. Et dès le closing, donc dès l'acquisition finalisée, de le mettre en exécution et de le rechallenger dans les 100 jours. C'est-à-dire tout de suite, dans les 3 mois d'exécution du plan, donc dans les 3 mois de l'acquisition, rechallenger le plan qu'on a écrit, qu'on a détaillé. Parce qu'on découvre des choses dans les 3 mois et qu'il faut les corriger tout de suite pour pouvoir faire l'intégration correctement. Une intégration, c'est entre 12 et 18 mois suite à l'acquisition, grosso modo. Peut-être le dernier élément, c'est 2 derniers éléments, c'est tout de suite mettre des Français aux États-Unis. Alors ça peut paraître contradictoire, mais l'expérience nous a montré que c'est important de faire confiance à l'équipe en place, même si on les challenge, mais c'est extrêmement important de mettre aussi des Français dans l'équipe de direction et des personnes de confiance qui connaissent l'entreprise d'AR en l'occurrence, parce que ça facilite l'intégration, ça facilite le lien, ça lève la main quand il y a des problèmes, ça lève la main de manière pertinente et au bon moment, au bon niveau. Et je pense qu'en termes de réactivité, c'est extrêmement important. On peut perdre beaucoup de temps et d'argent à ne pas le faire. Et aussi l'équipe d'intégration d'être proche du terrain, c'est-à-dire plutôt en local. Donc, typiquement, si c'est une équipe d'intégration française, qui est soit le leader, soit une partie de l'équipe d'intégration qui soit basée aux États-Unis, tout de suite, dès le closing, dès le premier jour, pour coordonner cette intégration. Voilà ce que je pouvais partager avec vous et peut-être en conclusion, sur le prochain slide. Donc là, on a écrit le plan stratégique suivant, qui est de 2023 à 2027. Ça s'appelle Take-Off 2027. Et notre ambition pour Take-Off 2027, c'est de devenir une grande entreprise internationale rentable, se développant sur 4 métiers complémentaires. J'en ai parlé des 4 métiers complémentaires tout à l'heure. Là où je voudrais revenir, c'est devenir une grande entreprise internationale. C'est un peu la suite du développement nord-américain. C'est-à-dire que le développement nord-américain, on l'a fait. Ça, c'est fait. Maintenant, on veut devenir réellement une grande entreprise internationale. Et pour ça, aux États-Unis, ça veut dire mettre en place une gouvernance américaine. C'est plus la France qui doit diriger les États-Unis, c'est les États-Unis qui doivent diriger les États-Unis. Donc, c'est notre prochain step, qu'on n'a pas encore fait, c'est de mettre en place une gouvernance américaine pour dupliquer le business model européen aux États-Unis. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Aymeric. C'était parfaitement clair. J'ai bien retenu ce que vous avez dit. Et finalement, vous, de votre expérience, il n'y a pas de croissance externe réussie sans une bonne préparation par une croissance organique déjà pour préparer le terrain. Deuxième point que je retiens, c'est qu'il n'y a pas d'acquisition réussie sans une bonne préparation d'une politique d'intégration. Les deux sont extrêmement importantes et je me souviens effectivement d'autres témoignages. C'était il y a 2 ans, je crois, le directeur général de l'Oxfam qui disait finalement l'aventure, elle commence réellement au moment où on a signé. C'est pas une fin en soi, c'est qu'un début et vous avez parfaitement illustré ce point-là. Et c'est vrai que on a vraiment le sentiment que vous êtes en train de construire, d'aller encore plus loin, de franchir une étape supplémentaire avec, je dirais, l'organisation que vous avez mis en place. Et on en est ravi pour l'industrie française parce que c'est un très bon exemple et qui, je pense, peut servir quelle que soit la taille de l'entreprise. Merci beaucoup, Aymeric. Je vais passer la parole à Christine, donc Christine Adams, directrice du desk Amérique du Nord chez CACIB US. Comment on fait pour accompagner concrètement les entreprises qui s'installent, qui ont des projets
aux États-Unis, en Amérique du Nord de manière générale. Christine, je te passe le micro. Merci beaucoup Arnaud. Bonjour à tous. Hello everyone. Donc, je suis Christine Adams, responsable International Desk Amérique du Nord basée au sein de CACIB New York, qui est la banque d'investissement du groupe. Et ma mission, effectivement, c'est d'accompagner nos clients start-up, PME, ETI aux États-Unis et au Canada. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire afin de vous présenter brièvement les aspects bancaires, en fait, des choses à prendre en compte quand vous allez aborder ce marché ou si vous êtes déjà sur place et vous avez de nouveaux besoins, en fait. Donc, que ce soit des comptes, des financements, des sécurisations des flux. Et puis aussi, je vais vous présenter notre offre d'accompagnement, en fait, via le groupe. Donc, voilà le map monde, en fait, de l'équipe dont je fais partie. Donc, nous sommes 15 international desks couvrant 90 pays. En fait, donc, nous sommes, notre mission, en fait, comme j'ai dit, c'est vraiment d'accompagner les clients du groupe, que ce soit les startups, PME, les ETI. Et nous sommes des desks qui travaillent en parfaite symbiose avec nos collègues de LCL, par exemple, pour que la relation de confiance se poursuive à l'étranger et aussi entre nous les desks, parce qu'on a des clients qui vont être dans de multiples pays, en fait. Donc, c'est une équipe à taille humaine. Nous avons des desks qui ont leur propre portefeuille, en fait, de clients, en fait, qui gèrent des comptes et des financements. On a des desks qui vont plutôt avoir en fait des services via les banques commerciales filières du groupe. Et aussi, on a des desks qui sont logés chez CACIB, comme est mon cas, qui est plutôt la banque d'investissement et financement de grandes entreprises. Mais donc, nous, on est plutôt, dans la mesure du possible, on va travailler avec CACIB pour les sujets, en fait, des plus gros financements des ETI ou des émissions de garantie. Mais pour la plupart du temps, on va travailler plutôt avec des banques partenaires sur place. Donc, vous avez de droite la petite palette en fait de services qu'on offre à nos clients. Donc, tout d'abord, si on a par exemple un primo-exportateur qui est à la recherche des informations, comment ça fonctionne aux États-Unis, au Canada vis-à-vis des moyens de paiement, un peu les particuliers culturels, how to do business in the States. Donc là, on est au service de nos clients en fait pour leur donner les premières informations. Le cœur de l'activité, c'est d'aider nos clients pour la partie ouverte de compte, soit pour la société française exportatrice ou importatrice, soit pour la société, la filiale américaine ou canadienne sur place. Je vais vous en détailler tout à l'heure, en fait, en plus de détails. Après, il y a des émissions de garantie. En fait, quand une société se développe aux États-Unis, c'est plutôt des besoins plus sophistiqués dont elle a besoin. Donc, pour la partie trésor à l'international, que ce soit les produits SWIFT, par exemple, MT 940, MT 101. Après, ce sont des besoins d'émissions de Standby Letter of Credit, tout ce qui est Trade and Export Finance, donc tout ce qui est émission de garantie. Et on aide nos clients pour la partie financement que je vais vous détailler en plus d'informations sur une slide prochaine. Donc, on est au service de nos clients plutôt pour la partie bancaire, mais on est quand même bien impliqué pour la partie création de sociétés et acquisition des sociétés via nos partenaires comme Altios et le sphère publique, Business France, BPI France, mais aussi pour les aider pour la partie bancaire, en fait, de ces genres d'expansion en Amérique du Nord. Donc, prochaine slide. Merci beaucoup. Donc, je voulais vous évoquer de grandes lignes, en fait, généraux sur les panoramas bancaires aux États-Unis et au Canada. En fait, des choses qui pourraient vous surprendre parce qu'en fait, aux États-Unis, on a un marché bancaire qui est extrêmement fragmenté à cause du système fédéral du pays. On a à peu près 4700 banques qui sont couvertes par la FDIC, donc c'est le Federal Deposit Insurance Corporation qui assure en fait les dépôts des banques. Et donc, on a 3 types de banques, en fait 3 paniers différents. Donc, on a les grandes banques internationales qui sont les money centers. Donc, vous connaissez les top 4, c'est JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank. Donc, ça, ce sont des banques
internationales et vraiment de premier ordre aux États-Unis. Ceci dit, ces banques-là ne sont pas présentes physiquement dans tous les États. En fait, il n'y a pas une banque qui a une couverture de footprint d'agence dans tous les États. Après, vous avez les banques régionales qui peuvent quand même être des banques assez importantes, qui ont plusieurs États de présence. Et après, on a les banques plus petites qui sont les community banks, qui ont quelques agences autour d'une ville, en fait. Et je vous le cite parce que parfois, vous pouvez avoir des contreparties américaines qui sont clients de ces toutes petites banques, qui sont assez limitées en commerce international. Elles ne sont pas reliées au SWIFT, elles doivent passer par une banque correspondante. Et il y a quand même quelques freins vis-à-vis du commerce international quand on est avec ces banques-là. Mais quand même qui ont de belles offres locales auprès de leurs clients régionalement, en fait. On est un pays très réglementé, donc surtout, en fait, depuis toujours, mais surtout depuis l'acte patriote après les événements du 11 septembre, on a mis en place cette loi qui a exigé non seulement les États-Unis, mais aussi ça a affecté beaucoup de pays en fait qui veulent être avec les États-Unis, donc tout ce qui est anti-blanchiment d'argent, antiterroriste. Donc on a les jargons qui viennent avec, qui est très connu aussi en France, tout ce qui est KYC, connaître votre client, Know Your Customer. Donc c'est des connaissances approfondies sur le client, en particulier ce qui est étranger. Donc, il y a aussi AML qui est Anti-Money Laundering. Donc, c'est du jargon américain qui est maintenant plus ou moins internationalisé. Pour la prochaine slide, je vous évoque quelques grandes lignes sur le panorama bancaire au Canada. Donc, c'est un panorama bon, il y a des similarités avec les États-Unis parce que c'est quand même deux pays qui sont très liés, mais ici aussi, il y a des différences. Par exemple, on a à peu près 6 grandes banques principales canadiennes qui contrôlent l'essentiel du pays, dont ces 6 banques sont dans le top 35 des 50 banques globales qui sont les plus structurées au monde. Donc, c'est vraiment un marché bancaire extrêmement rigoureux et financièrement solide. Et très supervisé. C'est un pays qui est très à l'aise avec le dollar US, y compris sa devise dollar canadien. Hein. Donc, c'est très facile d'ouvrir un compte en dollar US chez une banque canadienne et à un coût tout à fait raisonnable. Ce n'est pas le cas chez les banques américaines. Les banques américaines sont plutôt, au moins pour les PME, sont plutôt focusées sur les comptes en dollars US. Donc, on a eu des cas, par exemple, de clients de LCL qui avait une filiale aux États-Unis qui pilotait aussi le Canada, qui avait besoin de commercer en dollars canadiens et qui avait ouvert un compte en résident au Canada. Donc, il y a quand même beaucoup de crossover en fait entre les deux pays. On a aussi des banques qui sont très sophistiquées, qui sont généralement reliées au SWIFT, qui ont aussi des produits pour les grands ETI, des besoins MT 940 pour le reporting, MT 100 pour tout ce qui est virement en fait. Donc, je peux passer à la prochaine slide. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de l'activité du desk. Donc, on a 2 types de comptes qu'on peut ouvrir en fait en Amérique du Nord. Tout d'abord, on a le compte non résident. Comme je vous ai indiqué, c'est assez rare de pouvoir. Il n'y a pas beaucoup de banques qui acceptent d'ouvrir les comptes non résidents pour les raisons de conformité de KYC parce qu'en fait, il s'agit d'ouvrir un compte pour une entité étrangère. Dans ce cas-là, c'est un exportateur français qui a besoin d'avoir accès au système bancaire nord-américain parce que je peux vous dire qu'on a eu des clients qui exportent aux États-Unis, au Canada, chez les grands groupes comme Costco ou autres, qui ne veut que payer domestiquement, même parfois par chèque. En fait, dans certaines industries, ça reste toujours dans les mœurs. Ceci dit, on déconseille les chèques parce que c'est juste un peu de papier, mais parfois on a des grosses boîtes américaines qui ont cette habitude-là. Donc, du coup, on peut donner accès à nos clients ce compte domestique pour que vos clients nord-américains vous règlent domestiquement sur, en fait, un peu notre CEPA local. Aux États-Unis, c'est le ACH, Automated Clearinghouse. Donc, ça évite un virement cher à l'étranger pour vos clients. C'est un outil de prospection qu'utilisent nos clients quand ils ne sont pas encore prêts, en fait, à s'implanter.
Et aussi, si vous êtes importateur, on a aussi des comptes non résidents. On a eu des clients qui importent des pièces détachées aéronautiques américains. Ils ouvrent un compte non résident aux États-Unis et ils payent par carte débit, en fait, les pièces détachées aéronautiques. Donc, c'est quand même des choses assez originales qui peuvent se faire via ce compte non résident. Quand même, à un moment ou à un autre, ça fait beaucoup de sens de s'implanter. Donc là, on a le compte résident pour la filiale nord-américaine qui s'implante. Il n'y a pas de besoin de compte dépôt de capital comme vous l'avez cette exigence en France. Vous créez la société, vous obtenez l'équivalent du CABIS, donc le Certificate of Incorporation par exemple, et le numéro fisc, et puis après, vous ouvrez le compte. Donc, nous, via LCL et le desk, on va vous recommander auprès de nos partenaires de privilèges, faisant une lettre de recommandation bancaire, et ça vous permet d'ouvrir le compte à distance et de gérer les distances depuis la France. Donc, on a des clients qui ont un commercial aux États-Unis, au Canada, et qui souhaitent quand même tout gérer depuis la France. Donc, ça, c'est tout à fait possible si nécessaire. Sinon, vous pouvez aussi ajouter aux États-Unis les gens, en fait, Altios, par exemple, s'il y a le compta à faire, en fait, comme user sur l'accès en ligne. Donc, ils ont des outils de banking online qui sont assez sophistiqués pour permettre différents paramètres. Et puis après, il y a des choses qui sont relativement classiques comme en France. Donc, on a besoin de savoir qui sont les bénéficiaires ultimes, donc à savoir un organigramme assez détaillé, un pourcentage, pour connaître les actionnaires, les UBOs, Ultimate Beneficiary Owners, et aussi, bien sûr, les copies d'identification des associés et des signataires. Donc, passez par votre charge d'affaires en France afin d'avoir en fait un accompagnement à l'étranger et ne pas venir sans avoir ce soutien parce qu'effectivement, il y a des relations à bénéficier qui peuvent vous alléger la vie en fait et puis ouvrir les comptes assez rapidement aussi. Donc, pour la prochaine slide, donc, je voulais vous dire un mot sur le financement en Amérique du Nord. En règle générale, et surtout pour la première implantation, on propose à nos clients de se financer plutôt via la maison mère. Pourquoi? Parce que c'est un montage qui, en fait, votre banque en France vous connaît, vous avez quand même de l'historique avec cette banque, parce qu'en fait, l'historique de crédit aux États-Unis et au Canada, c'est quand même un concept qui est très important, autant pour l'individu, autant pour l'entreprise. Donc, si vous êtes une nouvelle filiale locale qui n'a pas encore le cash flow de faire un prêt en standalone, une banque nord-américaine ne s'intéresse pas à faire un financement. Il faut quand même avoir au moins 3 ans de bilan profitable avant que ça soit considéré. Et aussi, les marges sont beaucoup plus chères en Amérique du Nord. On a eu quand même un hausse de taux assez agressive dans les deux pays, en fait, depuis un certain temps. Donc, c'est toujours moins cher de se financer en France. Ceci dit, on a quand même les clients qui souhaitent que leur filiale se vole de ses propres ailes. Donc, dans ce cas-là, on a des banques partenaires qui peuvent accepter notre garantie du groupe bancaire, en fait. Donc, c'est la banque américaine ou canadienne qui prend notre risque bancaire au lieu de la petite filiale locale sans historique de crédit, en fait. Donc, ça fait en fait un montage de financement sur place qui peut être soit une ligne de crédit court terme ou un financement en CAPEX pour une usine qui est en expansion. Donc, mon rôle, c'est vraiment de conseiller nos clients avec mes collègues de LCL sur les différentes solutions et puis aussi assurer la bonne corrélation entre LCL et la banque qu'on choisit en Amérique du Nord pour la mise en place de Standby Letter of Credit parce qu'il y a un langage à négocier là-dessus, en fait. Donc, si on décide de se financer aux États-Unis. Donc, prochaine slide. Sécurisation des flux. Donc, à savoir qu'en Amérique du Nord, vous avez en face de vous des contreparties américaines et canadiennes qui, s'ils ne sont pas cotés en bourse, elles n'ont aucune obligation, généralement parlant, de publier les bilans.
donc vous avez quand même une visibilité assez limitée. Vous pouvez commander des rapports Dun & Bradstreet, mais c'est pas, vous n'avez pas un picture aussi comprehensive que vous pouvez avoir sur une entreprise en France. Donc, il faut quand même vous couvrir en fait. Donc, il existe des produits d'assurance parce qu'il y a des assureurs privés qui existent en France, mais aussi en Amérique du Nord, soit pour l'exportateur français, soit pour la filiale locale. Donc, ne pas oublier de voir qu'est-ce que vous pouvez avoir comme couverture. Côté bancaire, on va parler encore de la Standby Letter of Credit. Donc, il y a à la fois la Standby Letter of Credit financier pour garantir les lignes de crédit, mais aussi la Standby Letter of Credit pour garantir les relations commerciales. Et là, ce n'est pas un mécanisme de paiement, c'est plutôt une garantie de paiement au cas où les choses ne vont pas bien, en fait. Donc, c'est vous qui demandez à votre acheteur nord-américain de faire la demande auprès de sa banque locale pour émettre une Standby Letter of Credit pour garantir vous, l'exporteur français, en tant que bénéficiaire. Et le jour où votre client est en défaut de paiement, vous pouvez mettre en jeu la Standby Letter of Credit pour être payé. Donc, ça, c'est un mécanisme qui pourrait vous couvrir, en fait, vis-à-vis de cela. Donc, quelques exemples en fait de problématiques typiques de nos clients et les solutions qu'on peut offrir en fait via en fait le desk. Donc, comme je vous ai indiqué, je ne vais pas forcément vous détailler trop parce que je vous ai déjà en parlé. Donc, c'est une société exportatrice qui est sollicitée par ses clients nord-américains pour les régler domestiquement. Donc, encore une fois, c'est le compte non résident ouvert à distance auprès de nos partenaires. Et c'est rare, mais nous avons quand même des offres, en fait, avec notre recommandation. Après, vous avez la filiale américaine ou canadienne qui s'implante. Donc, on va ouvrir le compte résident avec le partenaire qui est complètement géré depuis la France ou un mix avec les personnes aux États-Unis, au Canada et la France, en fait. C'est à vous de décider. On a aussi, quand vous allez vous implanter en Amérique du Nord, par exemple, vous avez besoin de louer un bureau. Vous allez avoir en face de vous un propriétaire qui risque d'être assez domestique et qui, il sait que vous êtes quand même une nouvelle société d'actifs étrangers, donc il veut garantir un pourcentage de loyer, souvent en dépôt, en cash, en fait cash bloqué. Donc, pour vous éviter en fait ce blocage de trésor, on peut, je parle encore une fois de la Standby Letter of Credit. Donc, dans ce cas-là, c'est LCL qui peut émettre, pour remplacer ce dépôt en fait auprès du propriétaire, émettre la Standby Letter of Credit. Et puis, souvent, le propriétaire local, il veut que ce soit une banque américaine ou canadienne qui confirme, en fait, au comptoir domestique. Dans ce cas-là, c'est CACIB qui peut intervenir. On a des collègues International Trade and Transaction Banking au Canada et aux États-Unis qui peuvent effectivement confirmer ces émissions de Standby Letter of Credit. On a eu ce cas... on a, pour vous illustrer un exemple de client LCL qu'on a accompagné ces dernières années, on avait un client dans le packaging qui travaillait avec une multinationale américaine en France. On a souvent des clients français qui travaillent avec des multinationales françaises ou américaines ou canadiennes en France, qui ont tellement bien fait leur travail que ces multinationales disent « Vous faites meilleur que mon prestataire aux États-Unis, au Canada, venez être à mes côtés en Amérique du Nord. » Donc, on a eu un client qui a gagné une offre, un bid de plusieurs millions de dollars aux États-Unis pour être à côté de cette multinationale dans le packaging. Donc, ils ont dû, from scratch, créer une société, ouvrir un compte et aussi louer un gros entrepôt sur la côte Est. Donc, on a pu ouvrir un compte à distance pour eux très vite. On les a conseillés sur les moyens de paiement et via nos collègues de CACIB, on a pu faire l'émission par LCL de la Standby Letter of Credit de 600 000 pour garantir l'entrepôt, en fait. Donc, c'était vraiment un beau dossier qui a pu aider ce client à se déployer d'une façon très rapide pour répondre à
à la demande de cette multinationale américaine. Dernièrement, on a souvent des clients qui sont déjà sur place, souvent via une acquisition de filiales nord-américaines existantes. Ils se débrouillent avec la banque de la cible pour un certain temps et puis au bout d'un moment, ils demandent du financement et puis ils se trouvent devant une banque qui dit « Ah, vous êtes une société d'action étrangère, je ne peux pas vous financer. » Donc, on peut avoir des banques très locales qui sont frileuses à ces genres de montage. Du coup, ils font appel à nous pour justement les proposer différentes offres bancaires via des banques partenaires. Donc, ça peut être chez Cassie, parce qu'on a des collègues via MNC, Multinational Corporate Coverage, qui vont faire des groupes. Donc, eux, ils vont plutôt financer en fait les sociétés large cap qui sont filiales américaines ou canadiennes, des grands groupes étrangers qui sont clients chez nous dans le monde, mais aussi des gros projets des ETI. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va approcher dans un premier temps. Sinon, ce sont via des banques partenaires qui ont des équipes internationales qui priment sur la relation de la maison mère française et qui peut accepter de faire un financement avec, encore une fois, notre garantie sous forme de lettre crédit stand-by, que ce soit un prêt ligne de crédit court terme revolving pour les fonds de roulement avec une clause evergreen de la stand-by letter of credit ou des prêts CAPEX parce qu'on a des clients qui vont acheter des machines, qui vont faire une expansion d'usine et encore une fois, c'est garanti. Ça fait un prêt moins cher pour nos clients en fait et plus fluide parce que souvent les banques, s'il s'agit d'un financement un peu exotique, ils doivent aller à des avocats externes, ce qui augmente un peu le coût pour nos clients en fait, des honoraires et puis le taux. Donc j'en termine là. J'avais un exemple en fait d'une unité de LCL qui avait quand même une petite filiale en Floride qui avait besoin d'un petit financement de 500 000. Ils étaient chez une grande banque américaine et cette grande banque américaine ne pouvait pas le financer pour les mêmes raisons. Donc, on a justement en fait proposé une autre offre avec notre garantie via LCL auprès d'une banque locale américaine. Donc, pour conclure, l'Amérique du Nord, c'est un vaste marché avec beaucoup d'opportunités à faire, un environnement favorable pour les entreprises parce que souvent, nos clients nous disent le plus gros marché de mon secteur, c'est en Amérique du Nord et c'est quand même, ça me donne du renommée en fait ailleurs dans le monde de réussir dans ces deux pays. Mais à bien anticiper les besoins bancaires bien en amont pour que vous puissiez répondre aux exigences de conformité et n'hésitez pas à solliciter votre charge d'affaires LCL bien en amont pour les besoins d'Amérique du Nord pour que nous puissions vous proposer des solutions sur mesure en combinant celles en fait en interne et celles avec notre partenaire de privilège. Donc, Merci Christine. On a bien compris qu'effectivement, il fallait toujours être très vigilant pour coller à ces exigences de conformité, d'où effectivement la nécessité d'être bien conseillé et informé en amont. Je passe tout de suite aux questions. Une question peut-être qui s'adresse à tous les trois, Christine, Pélagie et Émeric, c'est est-ce qu'il est facile d'envoyer un VIE aux États-Unis? Est-ce que vous avez eu cette expérience, Émeric? Alors, je ne peux pas répondre concrètement à votre question. Je n'ai pas fait moi-même les démarches, donc je n'ai pas d'expérience personnelle là-dessus. D'accord. Bon, c'était la question du jour, mais Pélagie et Christine, vous avez peut-être une idée là-dessus? Sur l'envoi de… Est-ce que c'est facile d'envoyer un VIE aux États-Unis? Alors, on a quelques expériences. Je vous avoue que les quotas ont changé. Je n'ai pas les derniers chiffres en tête. C'est faisable, ce n'est pas toujours facile. À l'inverse, pour le Canada, c'est autrement plus aisé et l'opportunité est plus simple à mettre en œuvre. Sur les États-Unis, vous allez être confronté à un nombre, quand je parle de quotas, c'est-à-dire que vous devez disposer d'un nombre d'employés présents physiquement sur le territoire, mais attention, pas sur le territoire, l'ensemble du marché US, mais bien sur je pense dans les bureaux où vous souhaitez envoyer votre VIE.
Je pense que ça doit être un VIE pour 5 collaborateurs présents physiquement dans le même bureau. Ce qui fait que ce que nous faisons parfois, Altios, en l'occurrence pour certains de nos clients, c'est d'en héberger pour eux, pouvoir leur permettre de disposer du nombre de ressources locales présentes suffisantes pour respecter ces quotas. Voilà. Mais je dirais que ça se fait, mais ça doit bien s'analyser en amont. Voilà, je pense que sans doute que la Chambre de commerce internationale locale de la personne qui a posé la question doit être en mesure de répondre et voire d'accompagner le mouvement ainsi qu'un interlocuteur de Team France Export, parce que c'est effectivement très spécifique comme question. Mais hier, Arnaud Vessier, justement président de CCI France International, insistait sur le rôle important que pouvait jouer un VIE dans le développement à l'international et encourager les entreprises justement à y avoir recours. Donc, c'est une bonne suggestion. J'ai une autre question piège pour Aymeric. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, Aymeric. Bonjour, qui a conduit la mission d'acquisition chez Daher et avec quel conseil au pluriel? Est-ce que c'est une question sur laquelle vous pouvez répondre? Oui, je peux répondre sur la partie aérostructure. Donc, l'usine d'aérostructure qu'on a rachetée à Triomphe en juillet 2022, on s'est fait accompagner par JP Morgan. D'accord. OK. Voilà. Donc, effectivement, ça, on voit bien qu'il faut, on peut pas s'adresser, il faut s'adresser effectivement à des gens assez impliqués qui connaissent très bien les marchés. Ça dépend de la configuration en fait, parce que Ouais. en face de nous, Triomphe est une boîte cotée aux États-Unis. Ils ont pris un cabinet de conseil qui s'appelle Lazare, qui est Ouais. avec un certain niveau sur le marché. Donc nous, pour être à armes égales, on avait besoin de prendre un cabinet comme JP Morgan, qui est très réputé sur le marché sur ce type d'opération, mais avec un coût qui est significatif. On est en train de finaliser une autre acquisition en ce moment en France, où là, la société vendeuse n'a pas pris de conseil. Et donc, nous, en face, on n'a pas pris de conseil non plus. Et on gère la due diligence et tout le processus de signing et de closing par nous-mêmes. Donc, ça dépend vraiment des configurations du vendeur, de l'acheteur et du territoire dans lequel on opère. D'accord. Donc, effectivement, il y a toute une tactique à appliquer en fonction de la situation du champ de bataille. Une autre et peut-être dernière question pour vous, Aymeric. Vous êtes vous êtes un industriel, mais vous suivez des grands clients. Est-ce qu'il n'y a pas, comment vous arrivez à concilier un peu votre rôle d'industriel fabricant et celui de fournisseur partenaire d'autres grands clients? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être à la fois le partenaire fournisseur et le concurrent de vos grands clients? C'est une bonne question parce que c'est vrai que dans le monde de l'aéronautique, globalement, je vais faire une généralité, on est souvent fournisseur, client, concurrent, partenaire. Ça arrive très régulièrement dans ce monde de l'aéronautique, peut-être dans d'autres secteurs, mais en tout cas dans ce secteur-là, certainement. En revanche, il y a, par rapport à votre question plus précisément, je vous donne un exemple. On vend nos avions sur le territoire américain. Il y a une société qui nous vend les moteurs. Donc nous, on achète les moteurs à une société pour les monter sur nos propres avions. Mais cette société c'est Pratt & Whitney Canada, qui nous vend ces moteurs, de la même manière, nous, on leur vend des pièces d'aérostructure. Donc, on est client et fournisseur l'un et l'autre, avec ce que ça engendre comme opportunité business, mais aussi comme difficulté dans la relation. Effectivement. Donc, c'est tout l'art aussi de bien se connaître, de connaître les cultures. Vous avez beaucoup insisté sur la notion de culture et d'être un partenaire, évidemment, de confiance dans ce secteur où finalement le nombre d'interlocuteurs est peut-être pas si immense que ça, où tout le monde se connaît, tout le monde est imbriqué. Et ça fait partie des relations de confiance, effectivement, à établir et de la crédibilité que vous ne cessez de construire autour de vous. Merci beaucoup, Aymeric. Je propose
de conclure là et de passer au programme de demain, faire un peu de teasing. Donc demain, on va changer de continent, nous allons revenir en Europe. Quelle opportunité de développement en 2023 avec l'exemple de l'Europe du Sud. On avait, c'est vrai, plutôt abordé l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord lors de précédentes éditions. Là, on va avoir un focus sur l'Italie et l'Espagne. On va avoir comme intervenant Hubert François, qui est président-directeur général de Salins du Midi. Donc, on est plutôt dans le domaine de l'agroalimentaire. On aura également un aperçu de Greenflex, son directeur du développement international, pour nous faire un peu un panorama du contexte de décarbonation, réglementaire décarbonation en Europe. Ça fait partie aussi des enjeux géopolitiques. Et nous aurons évidemment nos partenaires Altios, Nodesc, Espagne, Italie, qui seront également présents. Et jeudi 16 mars, nous aurons un thème un peu plus financier, se développer à l'international en sécurisant sa gestion financière, où là nous aurons comme témoin le directeur général de Clasquin, qui est un logisticien international, qui nous parlera des évolutions dans la gestion de la chaîne logistique, donc ça concerne toutes les entreprises. Nous aurons également un regard d'Alliance Trade numéro 1 de l'assurance crédit et les regards croisés de CALEF, Crédit Agricole Leasing Factoring International, de notre directeur de la salle des marchés et notre responsable du Trade Finance, donc tout ce qui concerne la gestion financière des opérations à l'international. Voilà, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter rendez-vous demain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir.